Jean-Michel Legnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous travaillez à l'université de Namur, vous êtes conseiller en éthique dans le monde de la santé et rédacteur en chef de la revue Ethica Clinica. Alors, chez BAM, on est ravis d'accueillir un philosophe. Ça va nous permettre, peut-être pendant un moment, d'éclaircir la réflexion autour de la crise qu'on vit depuis un an, cette période qui est si particulière, et peut-être sortir d'une vision émotionnelle, je dirais, du chaos un petit peu d'informations qui nous assaille tous les jours, et essayer d'avoir une réflexion un peu plus logique, éthique, voilà, de bon sens, de raison avec vous. Voilà. Vous avez écrit en fait une carte blanche le 24 février dans les Livres Belgiques qui pose la question de la vaccination obligatoire et qui, pour être éthiquement acceptable, d'après vous, doit remplir 5 conditions. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous redire pour les spectateurs ces conditions qui vous semblent essentielles? Il y a tout d'abord évidemment le fait qu'on soit confronté à un danger réel. Donc, pourquoi vacciner toute une population? Donc, le problème de la vaccination, c'est ceci, par rapport à ce premier point, c'est que on vaccine des gens qui sont en bonne santé. Donc, du coup, c'est pour ça que le premier point est une évidence, quitte à vacciner des gens en bonne santé, il faut au moins que ce soit face à un risque qui les menace réellement et de façon quasi inéluctable. Dans l'article, j'avais pris l'exemple pour faire une comparaison avec le virus Ebola qui, lui, donc d'après les rapports officiels, comment est d'une dangerosité terrible, puisque c'est 66% des personnes atteintes qui en meurent, et principalement des personnes jeunes, femmes et enfants. Quand on regarde la situation, donc c'est ce qu'on appelle la létalité. Et quand on regarde le problème du Covid qui nous préoccupe ici, on est à 2,9% de létalité. Donc c'est-à-dire par rapport au nombre de personnes contaminées, celles qui vont décéder. Alors quand vous mettez les deux chiffres en balance, donc plus de 60% d'un côté, où là, on se dit c'est vrai que donc vous avez 2 chances sur 3 d'y passer, pour dire les choses simplement. Ou bien vous avez de l'autre côté 2,9% de chances d'y passer, d'être concerné par un risque vital. Vous vous dites, il y a danger et danger. Donc pour les 2,9% de personnes qui décèdent, c'est une tragédie, et pour leur famille, c'est une tragédie. Il ne s'agit pas de minimiser la tragédie des personnes concernées, mais par rapport à une population, donc pour une population saine, c'est vrai que le risque est quand même relativement réduit, et donc ça pose déjà cette première question. Donc voilà, est-ce qu'il faut effectivement une obligation vaccinale pour un risque qui, jusqu'à aujourd'hui du moins, ça peut changer, avec un variant, on ne sait jamais, mais pour l'instant en tout cas, le chiffre n'explose pas, n'augmente pas, on est toujours autour des 2,9%. Oui, d'autant plus, me semble-t-il, que le taux de létalité a plutôt tendance à baisser. Alors, pour l'instant. Voilà, maintenant on a plus de gens qui vont en réanimation, mais dans les retours qu'on a effectivement du milieu hospitalier, les chiffres, j'ai pas été les voir, mais en tout cas dans ce que disent les réanimateurs, c'est vrai que le taux de survie ici maintenant est effectivement nettement meilleur du coup. Il n'est pas à 100%, mais en tout cas non, puisqu'il y a quand même des décès encore, mais en tout cas il est très bon, donc on n'est plus non plus dans la sinistrose pour ceux qui se retrouvent en réanimation. Donc tous ces chiffres effectivement ont tendance à baisser, même si, donc ça c'est toujours le même problème, même si les contaminations augmentent, n'empêche que les personnes qui se retrouvent en situation vraiment dangereuse pour elles, vitale, et finalement qui vont en décéder, ont tendance soit à stagner, soit à diminuer. Les contaminations qui ne sont pas des malades. Ah oui, non, donc on peut être... Voilà, oui, c'est pour ça qu'il faut bien distinguer les deux. Donc dans les médias, c'est très facile de jouer avec le taux de contamination, puisque plus vous faites des tests, évidemment, plus vous avez des chances d'avoir des positifs, même des faux positifs d'ailleurs dans l'affaire. Ça, on sait qu'avec les tests PCR, c'est quand même... encore récemment, donc je relisais un article dans lequel, mais j'ai oublié le nom de ce monsieur-là, donc celui qui a inventé les tests PCR, semble-t-il, toujours dit très clairement, en tout cas certainement pas à utiliser dans une pandémie, un phénomène de masse. Oui, ça n'a aucun sens pour lui. Bon, bref, peu importe. Donc vous avez toute une série de débats autour de cette affaire-là pour dire, mais d'abord, rien que les chiffres de personnes donc négatives ou positives, parce que ça vaut dans les deux cas malheureusement, on ne sait pas très bien ce qu'ils valent aujourd'hui. Est-ce qu'il faut vraiment les prendre au pied de la lettre, oui ou non?
Mais d'autant plus que récemment, je pense, l'OMS a émis un avis disant qu'effectivement, il recommandait d'avoir un nombre de cycles d'amplification, le CT, de maximum 35, puisque au-delà, si j'ai une bonne mémoire, on pouvait avoir jusqu'à 97% de faux positifs. Voilà, exactement. Or, en Belgique, on est largement au-dessus de 35. Voilà. Et ça, c'est dénoncé depuis belle lurette. Si vous regardez, il y a toute une série de... le champion de toute catégorie, c'est Perron, évidemment, qui dénonce ça depuis le début. Et hier, je discutais avec un médecin et on se faisait la réflexion, mais qu'est-ce qu'il faut faire en France comme en Belgique et en Europe? C'est pas que pour les deux pays ici qu'on suivait d'un peu plus près, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gouvernements entendent, enfin? C'est établi, c'est prouvé, c'est démontré. Je n'ai jamais entendu de contre-discours argumenté pour dire ben non, c'est pas vrai, finalement il vaut peut-être mieux. Enfin, absolument pas. Donc ça c'est établi et non, on continue. Et enfin, il y a quelque chose là qui est assez interpellant. C'est une question que j'avais posée notamment à Pierre-François Laterre qu'on avait reçu ici. Ouais. Son explication, c'est qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible, puisque pour eux, ce serait juste un désaveu complet. Alors, évidemment, donc c'est plus vous allez loin, évidemment, jusque dans la bêtise, et plus, ou dans l'absurdité, et plus vous démentir à un moment donné devient mission impossible. Oui, de plus en plus difficile. Le risque, évidemment, c'est qu'à un moment donné, alors c'est le mensonge qui s'emballe. Au début, on ne sait pas, on fait ce qu'on peut, on peut le comprendre, et puis à un moment donné, oui, mais attention, peut-être qu'on s'est trompé, et puis après on s'acharne jusqu'au moment où ça devient grotesque. Mais ce qui est terrible, et ça je trouve que c'est interpellant, c'est que maintenant, on parle du test PCR ici, par rapport à ce test PCR, on sait que c'est absurde de l'utiliser comme on le fait encore aujourd'hui. Donc cette fois-ci, je n'entends pas de débat autour de cette question-là, c'est une évidence. Et il n'y a personne qui bouge. Oui, en tout cas dans le milieu médical, il y a certaines voix qui s'élèvent pour le dire, mais elles sont censurées. Alors ça c'est aussi une autre problématique. Ça c'est une autre problématique, mais qu'il est intéressant de dénoncer. Ça, moi c'est un truc qui me désole. Je ne sais pas ce qu'il faut faire par rapport à ça, mais c'est le constat effectivement que dès qu'il y a une voix qui n'est pas en accord avec le discours officiel ou une voix qui, pire, ne fait que poser des questions, tout de suite c'est les menaces, tout de suite c'est du harcèlement, tout de suite c'est du recadrage, et dans certains cas, il y a eu des licenciements. Enfin, vous qui êtes proche du milieu hospitalier, vous le vivez, ici oui, par rapport à ce genre de texte, donc j'ai eu moi aussi des menaces effectivement. Ah oui. Des menaces donc de je ne peux plus écrire, des trucs comme ça, quoi. Donc il y a une pression qui est quand même fort importante sur les professionnels du soin, et où dès que vous ne faites que poser des questions, dans l'expérience que moi j'ai eue notamment, un aspect ici, des médecins d'un hôpital ont tout de suite pris cet article, l'ont lu évidemment, et puis on dit ça c'est du complotisme et poubelle, quoi. Et vous êtes tout de suite rangé. Alors, ce qui est important par rapport à ça, c'est quoi? Et ce sont des choses qui sont dénoncées, mais il faut insister, c'est qu'effectivement, vous avez, et c'est dangereux, vous avez l'impossibilité aujourd'hui d'un débat. Ici, c'est merveilleux, parce que vous interrogez tout le monde et toutes les sensibilités, et donc on pourrait espérer que ça débouche sur un débat un jour, mais dans les médias officiels, dans les télévisions, RTBF et compagnie, c'est clair qu'il n'y a pas de débat, manifestement. Alors, ce que certains dénoncent en philosophie, c'est quoi? C'est que y a un auteur qui est sulfureux, qui s'appelle Alain Finkielkraut, je ne sais pas si vous connaissez, qui est souvent catalogué de réactionnaire. Il s'en défend, mais c'est vrai qu'il a parfois des propos un peu limites quand même. Mais c'est quelqu'un que je trouve admirable, parce qu'il joue tout le temps sur l'ambiguïté, si vous voulez. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas dans un camp. Si vous l'écoutez bien, il joue toujours sur un fil, mais et c'est ça qu'il dénonce à juste titre, c'est que dès que vous êtes sur un fil, c'est-à-dire dès que vous posez des questions, même si elles sont dérangeantes et provocatrices, dans son cas, lui en tout cas c'est un champion de toute catégorie, n'empêche que la seule latitude, en tout cas l'attitude dominante que vous avez, c'est quoi? La réaction dominante, c'est on va effectivement vous cataloguer et vous enfermer dans un camp. Donc vous devenez par exemple ici un réactionnaire, ou bien ici par rapport à mon texte, je deviens un complotiste. Et une fois que vous avez diabolisé la personne qui pose des questions, en la taxant de complotisme ici par exemple, eh bien c'est vrai que ce que vous faites, c'est empêcher le débat. Parce qu'on ne débat pas avec des gens comme ça. Et alors du coup, vous avez une radicalité des positions, où forcément vous êtes le mauvais si vous ne pensez pas comme les autres. Et du coup, eh bien, absence de débat. Alors la conséquence de ça, c'est quoi, selon certains auteurs?
c'est tout simplement que quand vous empêchez les débats et que vous radicalisez les positions de telle manière que quand vous devez débattre, vous êtes face à un ennemi, pas face à un détracteur avec qui on peut essayer d'avancer ensemble, ou essayer de se mettre d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas on discute. Non, c'est un ennemi que vous avez en face de vous. Vous rentrez dans quoi? Vous rentrez dans une logique qui conduit, d'après ces philosophes-là, qui conduit à des États totalitaires. Comprenez? Donc l'État totalitaire, c'est quoi? C'est j'ai la vérité, soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Mais il n'y a pas à négocier. Dogmatisme. Et donc c'est des positions fortes, alors qu'ils peuvent être très gentils, très sympathiques. Ce ne sont pas forcément des soldats qu'on va mettre aux entrées de toutes les frontières ou de toutes les institutions, évidemment, mais c'est une pensée unique. C'est une version unique et c'est la stigmatisation de tous ceux qui sortent du lot, évidemment. Ce qu'on peut appeler maintenant la pensée covidiste, en fait. Voilà, exactement. Quelque part, mais ça fait peur. Donc, vous voyez bien, ce qui est important. Moi, quand j'écris ce genre de document, le souci que j'ai au point de départ, c'est quoi? C'est la cause que je défends, je sais qu'elle est perdue. Donc, c'est-à-dire vouloir réintroduire de la nuance, etc. Bon, il y a un discours qui avale tout sur son passage, c'est le rouleau compresseur, il faut se vacciner, c'est comme ça, c'est pas autrement. Enfin voilà, il n'y a pas de négociation possible. Et vraisemblablement que c'est ce discours qui va finalement triompher, puisqu'il a déjà plus ou moins gagné la partie. Ce que moi j'essaye de faire, donc c'est pas d'empêcher les gens de se faire vacciner ou que sais-je, les gens font ce qu'ils veulent de toute façon, c'est une liberté qui est accordée à chacun. Mais ce que j'essaye de faire, et ça c'est le rôle du philosophe peut-être, c'est d'essayer de faire en sorte que le débat puisse continuer à exister. Et la seule chose qu'on peut faire, tant qu'on reste dans les clous d'une démarche ou d'une désobéissance, si on veut appeler ça comme ça, pacifique, c'est d'écrire, de publier, de poser des questions et que les questions existent. Ce qui serait terrible, c'est que comment les intellectuels et tous les autres, le secteur culturel est concerné aussi, parce qu'ils posent aussi des questions, enfin ils amènent des éclairages, c'est qu'on ne fasse plus rien. En se résignant, en disant de toute façon c'est perdu, voilà, il faut laisser et qu'on en sorte le plus vite possible, et puis tant mieux. C'est qu'en baissant les bras, évidemment, vous rendez donc le débat inaudible, enfin il n'existe tout simplement plus, et s'il n'existe plus, pourquoi faudrait-il encore se poser des questions? Et vous avez alors mis en place vous-même finalement un pouvoir fort. Donc voilà, l'important c'est, même si on sait qu'il y a un rouleau compresseur là qui avance, il y a des questions, il faut au moins se poser les questions. Et chacun y répond maintenant comme il l'entend. Moi je n'ai pas à dire ce qu'il faut penser, mais au moins il y a des problèmes là, il y a des questions là, et notamment par rapport à votre question de départ, c'est vrai qu'on nous parle d'un danger qui est vraiment terrible, qui est une menace pour chacun d'entre nous, d'où la vaccination. Première question qu'on peut se poser, mais est-ce qu'il y a un danger? Oui, ça c'est vrai, donc puisqu'il y a des gens qui meurent, il ne faut pas dire n'importe quoi. Il y a des gens qui ont des séquelles sur le long terme, il ne faut pas dire n'importe quoi, ces gens existent. Mais est-ce que c'est vraiment un danger qui justifierait une obligation vaccinale, c'est-à-dire un danger pour la santé publique? Quand vous comparez avec d'autres épidémies, etc., on se dit les chiffres pour le moment sont encore tellement raisonnables que, par exemple, oui, vacciner les gens exposés, les gens fragiles, c'est vivement recommandé, étant donné ce qu'on sait sur les vaccins, mais est-ce qu'il faut absolument l'étendre à tout le monde ? Point d'interrogation. Justement, pour continuer dans les conditions que vous soumettez dans ce papier de la Libre pour une obligation vaccinale, le deuxième point, c'est, vous dites, pour qu'il y ait obligation vaccinale, il faut que le vaccin soit fiable et efficace. Oui, c'est la moindre des choses quand même, sinon ça ne sert à rien d'embêter les gens avec ça. Or ici aussi, de nouveau, moi je ne suis pas, tout le monde dit ça, moi je ne suis pas épidémiologiste ou scientifique, je ne travaille pas dans les vaccins ni quoi que ce soit, et je n'ai aucun conflit d'intérêt d'ailleurs à cause de ça. Mais c'est vrai que quand vous êtes un observateur des discours et que vous sortez du discours unique, qui nous parle des vaccins, quand vous allez voir ce que disent d'autres personnes qui sont des scientifiques, des médecins eux-mêmes, qui ne sont pas manifestement des bras cassés, vous vous rendez compte quand même qu'il y a de fait des questions qui restent posées. Alors moi, c'est juste ça que je rappelle. Il y a des questions, maintenant les scientifiques n'ont qu'à se débrouiller. Ils incitent au moins à la prudence, en fait. Mais qui incitent à la prudence. Donc, ce n'est pas le camp des adversaires au vaccin qui incite à la prudence, c'est le fait que pour le moment, ceux qui sont pour les vaccins n'arrivent pas à leur répondre. Et c'est ça qui devrait nous inciter à la prudence. Parce que si les adversaires de la vaccination ou les
les prudentistes, enfin je ne sais pas comment il faut le dire, avaient tort, on aurait une démonstration pour dire non, tout ça vous nous racontez des cracks, il n'y a aucune raison d'avoir peur et l'affaire serait réglée, mais on voit bien qu'il n'y a pas de réponse pour l'instant. Et ces questions qui restent posées, c'est notamment, il y en a plusieurs, mais c'est notamment par rapport à des dangers, des risques possibles, sur le long terme. C'est vrai qu'on a quand même de nouvelles technologies qui, il est vrai, étaient en préparation depuis quelques années, donc ça ne tombe pas du ciel tout à fait. Mais ce que disent donc les scientifiques de nouveau, c'est que d'utiliser ces moyens-là sur une population entière, ça c'est quand même nouveau et on ne sait jamais. Par exemple, il y a Christian Vélo, qui est un chouette monsieur, qui est un généticien, lui, universitaire de Paris, si j'ai bonne mémoire, qui a fait toute une petite vidéo pour essayer d'expliquer aux gens qui ne sont pas scientifiques, comment fonctionnent les vaccins Pfizer et Moderna. On l'a vu. Et ce qui est intéressant, mais donc ça reste à démontrer évidemment, mais on ne peut pas lui donner tort, c'est tout simplement qu'on s'expose à un risque qui est d'avoir des virus variants provoqués, si vous voulez, par la vaccination. Plus virulents. Et qui seraient... Alors, soit ce seront des variants qui seront moins virulents et qui mourront de leur belle mort, en tout cas qui ne seront pas en danger, soit ça peut vous donner, donc ça réduit les risques, parce qu'il faut encore diluer ça ainsi, donc soit c'est des variants inoffensifs, soit ce sont des variants qui seraient beaucoup plus virulents, parce que résistants au vaccin, et étant le résultat finalement. Donc ce sont des virus recombinants, appelle-t-il cela. Et donc on joue avec ça. Et alors il explique, plus vous allez le faire effectivement, donc plus vous allez vacciner une population large, si la probabilité de ce risque c'est de 1 sur 100 millions, quand vous aurez vacciné 1 milliard d'individus, le risque n'est pas nul. Et du coup, ça il le montre par ailleurs avec justement le Covid, c'est qu'il ne faut pas grand-chose, un foyer quelque part. Une personne, en fait. Une personne qui commence, et puis c'est parti. Et puis on sait bien que 15 jours, 1 mois, 2 mois plus tard, ça devient un problème mondial, enfin. Et devant ces... Alors, comment peut-on mesurer ce risque-là? C'est ça qui est la question posée en réalité. C'est que si vous voulez savoir s'il y a ce risque dans les 5 ans, dans les 10 ans, allez savoir, il faut attendre 5 ans et 10 ans. Et donc... Ce qu'on a fait pour les autres vaccins. Oui, et si ça tombe, moi j'ose espérer, j'espère que ce sera le cas, dans 5 ou 10 ans, on rira des peurs qu'on avait aujourd'hui, ou de la prudence que certains ont manifestée. Et on dira, mais qu'on a été bête finalement d'avoir peur d'imaginer des trucs, mais si ça tombe dans 5 et 10 ans, on se dira, on a peut-être joué avec le feu aussi, on verra bien, mais il faut attendre 5 et 10 ans. Comme on en a eu une illustration hier encore, avec le scandale du Mediator qui est tombé hier. Voilà. Tout à fait. Ouais. Effectivement, il a fallu attendre des années pour que ce scandale, effectivement, et puis que ça soit démontré. Et puis que, tout à fait. Tout à fait. Enfin voilà, donc là, c'est vrai qu'il y a des questions, on joue avec quand même les gens, d'autant plus que certains rappellent que pour les Pfizer et Moderna, on est toujours en fait dans la phase 3, donc ça veut dire, certains disent, je ne sais pas s'il faut l'interpréter comme ça, mais ça devrait attirer quand même notre attention, que donc on est toujours pour l'instant dans une phase d'expérimentation à grande échelle. À très grande échelle. Puisqu'on ne prévoit, puisqu'on ne prévoit la fin de cette phase 3 que fin 2022, je crois, dans les documents produits par les firmes pharmaceutiques. Donc là aussi, ça devrait quand même alerter sur, mais à quoi joue-t-on? Est-ce qu'il faut vraiment vacciner des gens qui sont potentiellement en bonne santé, qui n'ont rien à craindre a priori, qu'on pourrait accompagner avec des mesures préventives, plutôt que la vaccination? Enfin voilà, donc c'est toutes ces questions-là autour de est-ce que le vaccin est vraiment efficace? Alors, pareil, voilà. Si vous prenez, alors autre chose, si vous prenez par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui que l'on ignorait quand j'ai écrit l'article, dans les maisons de repos qui ont été vaccinées, maintenant on voit qu'il y a de nouveaux foyers qui apparaissent. Donc ici on a plusieurs maisons de repos où c'est 10 à 15% de personnes qui ont été vaccinées et qui de nouveau sont porteuses du virus. Alors simplement ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que ces personnes supportent mieux le virus. Donc elles sont vaccinées, donc c'est ce qu'on espérait avec la vaccination. Donc moins malades. Donc moins malades de façon générale. Mais elles sont porteuses du virus, donc elles sont susceptibles de le transmettre. Et ça c'est assez interpellant évidemment, comme affaire. Ah oui, effectivement. Ça c'est ce que j'avais dans un autre article qui parlait du passeport vaccinal. Attention, le certificat vert. Le certificat vert. Ça fait mieux. Oui, ça fait moins peur. C'est un Et vaccinal, ça veut dire certificat vert. Il faut dire certificat, effectivement, vous avez tout à fait raison.
Donc c'était d'ailleurs une des remarques que je formulais, qui joue sur le même questionnement. Notre brave ministre De Croo a encore sorti il y a quelques jours, donc il faudrait retrouver l'article dans lequel c'est paru, donc la vaccination, c'est la sécurité retrouvée. Quand vous entendez donc ce qu'on observe aujourd'hui dans les maisons de repos, en tout cas dans certaines, il faut voir si c'est effectivement multiplié à toutes les maisons de repos, mais ici c'était dans plusieurs, en tout cas l'information que j'ai eue. Donc, à savoir que les gens, effectivement, vont souffrir moins des symptômes que le virus provoque, mais en attendant, ils peuvent toujours être porteurs du virus quand même, et ils peuvent éventuellement le transmettre. Donc, expliquez-moi en quoi un certificat vert sera la garantie qu'il n'y a plus de risque d'attraper le virus. Oui, c'est bien la problématique. Le risque est réduit, certainement, il ne faut pas dire n'importe quoi non plus, mais n'empêche qu'il n'est pas nul. Oui, le risque n'est pas nul, il est toujours bien présent, et ces gens qui vont voyager avec leur certificat tout contents. Et c'est d'ailleurs ce qu'on me dit depuis le début, c'est qu'effectivement, le vaccin, a priori, n'empêcherait pas la transmission du virus. Voilà, depuis exactement. Le début, on nous dit. Et ici, apparemment, en tout cas, avec les premiers retours, ce serait vérifiable, en tout cas, à voir. Il faut maintenant vérifier pour voir si il y a des risques de ce côté-là, mais en tout cas, donc, se confirme bien une des questions posées qui était, en plus, ça protège qui dans les arguments qu'on nous avance tout le temps, faites-vous vacciner. Bon, pourquoi? Devoir civique, vous devez protéger les autres. Oui, non, là, on n'y est pas. En réalité, on se protège soi, ouais. Mais s'assurer qu'en se vaccinant, on protège les autres, c'est une information, enfin nous on apprend là, ce que vous venez de dire, parce que dans les médias mainstream, c'est pas du tout ça qui passe. C'est-à-dire qu'on entend régulièrement que dans les homes, justement, c'est formidable, parce que maintenant, ils peuvent faire plein de choses, ils sont protégés, on remarque qu'il y a moins de morts, donc voilà. Ce qui est vrai, tout à fait. Ce qui est vrai. Oui. Mais bon, donc cette notion-là de contagiosité qui est plus forte, c'est quand même très interpellant, quoi. Voilà, oui. Alors, de nouveau, il faut se méfier, il faut être prudent. Pourquoi? Parce que, de nouveau, vous avez la qualité des tests qui intervient, évidemment. Donc ici, ce sont des maisons de repos qui, je ne sais plus pour quelle raison, ont voulu revérifier s'il y avait, oui ou non, des personnes porteuses du virus. Mais il y a dû y avoir une raison, mais qui m'échappe ici. Et donc, ils ont fait des tests, j'imagine tests PCR, évidemment, dont on sait pour lesquels on sait qu'il peut y avoir des faux positifs. Oui. Donc, il faut vérifier maintenant qu'on n'a pas là plutôt la révélation du pourcentage de faux positifs quand on fait des tests sur une soixantaine ou une centaine de personnes. Donc à vérifier, mais n'empêche que le directeur qui m'a parlé de cela, d'une maison de repos, était tout dépité en disant mais, nous, on pensait en être quitte et que ça y est, on allait pouvoir... Et puis non, il faut de nouveau faire attention, il faut de nouveau mettre sur le côté les personnes qui sont porteuses du virus. Enfin voilà, donc là, il y a un gros point d'interrogation. Mais surtout, comme vous dites, par rapport au certificat vert qui vient de passer... La loi vient de... Enfin, c'est pas la loi, on va être plus précis, c'est-à-dire que le Parlement européen vient d'entériner, en tout cas, le fait qu'on va pouvoir voter très rapidement cette loi au mois de juin. Dans ce que, chez moi, ça évoque, c'est que c'est la démonstration par excellence qu'on est dans un système de croyance extraordinaire. Donc on fait jouer à ce certificat et derrière le certificat donc à la vaccination ou au test, puisque ça inclut la possibilité des tests aussi si vous n'êtes pas vacciné, on fait jouer à cela donc un rôle que ni la vaccination ni les tests ne peuvent jouer, c'est-à-dire nous donner la garantie qu'effectivement il n'y a plus de risque. Et donc vous êtes dans quelque chose qui est en fait une croyance religieuse, s'il faut dire les choses bêtement, enfin religieuse au sens négatif du terme ici, je respecte les religions, mais ici c'est une croyance qui repose sur du vent, mais on a besoin d'y croire et donc on y va, parce que si on n'a plus ça, alors mais quand est-ce qu'on pourra monter dans les avions, et c'est insupportable, les gens ont besoin de partir en vacances, et ils ne savent pas faire autrement que de partir en vacances, et donc les pauvres petits, il faut les protéger, il faut leur permettre, c'est terrible, quand vous réfléchissez, il faut faire tourner la machine absolument. Oui, évidemment, il y a les voyages, ça je vous rejoins totalement, mais il y a aussi la question de savoir si on va avoir besoin de ce certificat pour aller dans les lieux publics, qui soulève quand même une question très philosophique, on va dire. Pour réouvrir les théâtres, tout ce que l'on veut, donc ça va devenir sans doute un moyen exigé, mais de nouveau, ce qui est dommageable, c'est de voir de justement ne plus voir que malgré tout, on continue à prendre des risques. Et quand vous voyez ça, moi, ce que ça dans les questions, quand on veut aller un peu plus loin, c'est pas possible que les scientifiques ne le sachent pas.
Si moi je peux le voir en lisant ce que racontent les scientifiques, ben c'est parce qu'il y a des scientifiques qui le pensent. Donc c'est pas possible que les gens, là où ils sont, les chercheurs, les experts, enfin tout ce que vous voulez, ne soient pas au courant de ce qu'on est en train de dire ici. Ou bien là, il y a une information que je n'ai pas, mais comment ces gens-là ont bonne conscience de mettre tout ça en place, de le soutenir, de le favoriser, c'est-à-dire de rendre crédible la croyance selon laquelle la sécurité va être trouvée, alors qu'ils savent eux-mêmes, sur la base de textes officiels, hein, donc des firmes pharmaceutiques, de l'OMS, de tout ce que vous voulez, il ne faut pas aller chercher des farfelus. On sait bien que la vaccination n'est efficace qu'avec un certain degré de pourcentage. On ne sait pas combien de temps elle dure. On sait qu'elle ne protège pas du fait de pouvoir être contaminé quand même. Enfin voilà, et ainsi de suite. Donc on sait tout ça. Et on joue quand même le jeu. Et pourquoi, à votre avis? Parce qu'on a acheté 1,6 milliard de doses. Est-ce que c'est une question de pression financière? C'est pourquoi, oui. Ou peut-être de pression juste de la bien-pensance? Ce qui est vrai, c'est que quand on s'intéresse un peu au monde des entreprises pharmaceutiques, ce ne sont pas des tendres, enfin. Ça rejoint votre troisième point. Oui, d'ailleurs, c'est ça, voilà. Oui, passons au troisième point. Donc, il faut que les groupes pharmaceutiques qui distribuent le vaccin soient éthiquement irréprochables. Donc, voilà, dans votre article, pour que la vaccination, une des conditions de la vaccination... Voilà, c'est-à-dire que de se retrouver dans la situation où on serait obligé de consommer un produit qui a été fabriqués dans des conditions qui sont discutables ou qui servent à enrichir certains ou je ne sais quoi d'autre, enfin des choses qui sont éthiquement discutables, de coincer des gens en les obligeant à « non, vous en aurez comme tout le monde, c'est comme ça et pas autrement ». Là, je pense qu'il y a les ferments, c'est ce que disent certains d'ailleurs, il y a les ferments pour avoir de la désobéissance qui ne soit pas pacifique. Parce qu'il y a ceux qui suivent, il y a ceux qui sont rassurés, il y a ceux qui, voilà, ils demandent à être vaccinés, ben c'est une liberté qu'ils le fassent, il n'y a aucun souci, enfin moi je n'ai pas de problème avec ça, mais honnêtement je crains que si ce pas-là est franchi, c'est la raison pour laquelle on ne le franchit vraisemblablement pas dans les discours, si on oblige... Là, j'ai l'impression qu'il y a des minorités qui ne vont pas se laisser faire. Ce sont des minorités. Mais à mon avis, ce sera plutôt une obligation indirecte. Alors, mais les certificats, c'est déjà une obligation. Oui, tout à fait, oui. Donc nous y sommes. Donc c'est non, rassurez-vous, on ne vous oblige pas, mais on fait tout pour que, si vous voulez revivre, il faudra bien que vous y passiez d'une manière ou d'une autre. Voilà, oui, c'est ça. Évidemment. Hein. Et donc c'est une obligation déguisée. Mais ça passe. Vous voyez, parce que là, du coup, non, puisqu'on ne m'oblige pas, pourquoi j'irai rouspéter? Contre quoi? Contre qui? Par contre, si on nous oblige, ça c'est une décision gouvernementale. Enfin, ce sera un arrêté ministériel, j'imagine, une fois de plus. Enfin, en tout cas, ce sera quelque chose où là, il y a la cible là, sur laquelle on peut taper, c'est le gouvernement. Et là, c'est dangereux. Tandis que non, nous, on dit que vous n'êtes pas obligé de partir en vacances non plus. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les théâtres, ni d'aller nulle part. Hein. Public, voilà, donc on ne vous oblige à rien du tout. Hein. Donc là, c'est beaucoup plus hypocrite, si vous voulez. Mais un petit peu comme, je ne sais pas ce que vous... Parce que c'est vraiment une question qui me turlupine en tant que philosophe, et donc j'imagine que vous... le langage vous intéresse très fort. Justement, au lieu de passeport vaccinal, nous avons certificat vert. Est-ce qu'il n'y a pas là derrière, symboliquement, quelque chose de la novlangue, on va dire... Une tactique pour le rendre plus acceptable. Dans la notion de passeport et de certificat, dans les deux cas, en tout cas, il y a quelque chose qu'on ne dit pas, c'est que c'est en fait une autorisation qu'on vous accorde. Donc vous ne retrouvez pas votre liberté, vous avez juste une permission, à condition que vous ayez. Et c'est peut-être ça qui se dilue dans l'esprit, dans le terme. Mais pourquoi vert ? Alors oui, donc j'ai entendu. Oui, évidemment. Donc moi c'est une très bonne question, ça. J'avais rigolé avec ça, moi, en disant, c'est quand même scandaleux que l'Europe produise un certificat vert, puisque le but immédiat, c'est il faut absolument que ça soit prêt pour juillet, pour que les avions puissent décoller. Donc franchement, si c'est vert ça, on comprend plus à quoi on joue. Hein. Ouais. Alors évidemment, on m'a repris par la suite en disant, mais non, mais c'est pas ça qu'ils veulent dire. Donc c'est pas vert au sens environnemental. Ce qu'ils veulent dire, c'est vert comme le feu vert. Donc, vous savez, vous pouvez sortir maintenant, vous avez un feu vert. Et donc, c'est intéressant parce que c'est là qu'on retrouve l'histoire que donc on me laisse passer. Donc, c'est une autorisation. C'est pas je retrouve ma liberté, c'est voilà, j'ai juste un permis qui. Donc, c'est sous condition. Et c'est là que vous retrouvez une expression qu'on utilise souvent en philosophie. Hein, vous avez certainement déjà lu ça plus d'une fois et ça ressort maintenant. Enfin, on l'utilise à gogo. C'est donc une espèce de servitude volontaire. Donc je reçois la bénédiction qui me permet de faire... Mais donc j'ai dû montrer patte blanche, accepter d'être vacciné, accepter de passer un test, et voilà, je suis rentré dans les conditions qu'on m'impose aujourd'hui pour pouvoir... C'est la Boétie, Étienne de la Boétie, effectivement. Et ça, c'est quand même... vu de ce point de vue-là, c'est interpellant. La chose la plus simple que l'on puisse faire, c'est que personne
Si on place le débat, donc non pas au niveau sanitaire, mais au niveau politique, en termes de liberté et de droit, c'est trop tard, hein, mais ce qu'il aurait été génial de faire, c'est que tout le monde refuse la vaccination. Que personne ne joue, donc les vaccins sont là, les entrepôts sont ouverts, eh ben, tant mieux, mais personne n'y va. Pour dire quoi? Pour protester contre un pouvoir qui ici, ça c'est les juristes qui nous l'enseignent, aujourd'hui se met en état d'exception, prend des mesures avec des arrêtés ministériels qui ne peuvent pas faire ce genre de choses. Donc, enfin, vous avez sans doute eu des invités qui en parlaient, eh bien c'est de dire on ne joue pas le jeu, enfin. Tant pis, on continuera à porter des masques s'il faut, on prendra des précautions s'il le faut, pour ne pas non plus faire n'importe quoi, mais pas de vaccination dans les conditions où on nous l'impose, où ça devient une obligation déguisée, et où on se demande bien finalement à quoi ça sert, tant qu'on n'a pas des garanties, tant que ceci, tant que cela. Donc si les gens avaient eu le courage, s'il y avait eu donc moi je n'en suis pas malheureusement, mais des gens capables de mobiliser une masse critique suffisante, en tout cas parce qu'il y aura toujours des gens pour se faire vacciner, donc, mais pour dire non, on se fera vacciner le jour où ce sera une vraie liberté. Le quatrième point, c'est le fait qui pose comme condition essentielle à l'obligation vaccinale qu'il faut qu'il n'y ait aucune autre alternative au vaccin. Voilà, exactement. Donc, on parle de traitement, de prévention. Voilà. Et donc, oui, ça c'est logique aussi. Ouais. Donc, si on n'a pas d'autre solution, on peut comprendre qu'on en vienne à obliger les gens à être vaccinés, pourvu que le danger soit réel, enfin tout ce qu'on a déjà dit jusqu'ici. Mais ici, par rapport à la Covid, il y a manifestement des traitements en milieu hospitalier qui sont plus efficaces qu'autrefois, et il y a, donc, dont je ne suis pas spécialiste du tout, mais enfin on voit que le taux de mortalité n'explose plus quand on soigne avec certaines techniques maintenant plus ou moins maîtrisées. Il y a d'autres recherches, je sais, dont je ne suis pas non plus spécialiste, mais il y a d'autres recherches prometteuses dans ce qu'on nous dit, et puis il y a tout ce qui est prévention. Et ça, c'est étonnant que ça ne soit pas encouragé, que ça ne soit en règle générale, enfin pour du moins ce que je lis, souvent le discours, c'est un mépris par rapport à ces médecins ou ces soignants qui préconisent de la vitamine, enfin il y a du zinc, enfin il y a toute une série de choses. Il y a le cas d'un spray nasal à l'eau iodée aussi qui a failli être lancé sur le marché et qui montrait de bons résultats in vitro. L'eau iodée n'étant pas un danger, mais ça a été coupé net au moment où ça allait être mis à disposition des Français et puis des Belges, début mars. Enfin voilà, donc il y a des enjeux, il y a des querelles manifestement pour essayer de minimiser toutes ces autres techniques et pour que du coup le vaccin devienne le sauveur, la solution, ce qui allait, alors qu'on l'a dit, c'était dans le deuxième ou troisième point, c'est que non, le vaccin a ses limites, il ne protège pas absolument, il n'empêche pas la circulation du virus et il va peut-être nous exposer un jour, les alarmistes en tout cas le redoutent, nous exposer à des virus mutants qui seraient plus redoutables que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, quand vous regardez, c'est quand même interpellant, dans la situation actuelle, donc il faut chercher pour voir si des gens vont faire un lien à un moment donné, mais on a tellement bien vacciné les personnes âgées que maintenant, qui est-ce qu'on retrouve dans les services de réanimation? Ce sont des gens plus jeunes, forcément, puisque les autres ne... Mais donc, est-ce qu'il n'y a pas là déjà le signe d'un virus qui était connu comme étant dangereux pour des personnes âgées, qui maintenant s'attaque à des personnes en meilleure santé, plus jeunes, donc plus résistants, etc. Et donc un virus qui petit à petit devient plus coriace et qui risque un jour de menacer nos enfants. Enfin allez savoir si ça a du sens, ce qu'on est en train de faire, à court terme certainement. Donc les études vont toutes dans le même sens, les gens sont protégés, en tout cas font moins de complications, donc ça semble être le cas, mais est-ce qu'on ne reporte pas le problème ailleurs? Et point d'interrogation, il y a des alternatives. Pourquoi ne pas essayer des alternatives si je ne suis pas à risque personnellement? Et d'ailleurs, j'avoue que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours étonné dans cette crise-ci, c'est qu'on dit que renforcer le système immunitaire ne servirait à rien. Or, le vaccin, c'est bien un traitement immunitaire. Oui, donc qui en quelque sorte renforce la réponse immunitaire. Exactement. Oui, tout à fait. Et donc d'un côté on dit le vaccin c'est bien, ça donne une bonne immunité, mais si on dit qu'il y a des traitements pour renforcer l'immunité naturelle, non, ça ne marche pas. Voilà, ce qui est extrêmement curieux. Oui, mais ce double discours. Voilà, et c'est là que ça c'est quand même terrible. Ça c'est un des poisons pour la science évidemment. C'est quand on voit donc tous les enjeux économiques qu'il y a derrière et qui en viennent à
produire donc des études ou des pseudo-raisonnements scientifiques très convaincants. Par ailleurs, quand on n'est pas scientifique soi-même, on se dit bah, s'il le dit, c'est que ça doit être vrai, et qui sont de la propagande, quoi, pour le dire simplement, qui essayent de convaincre effectivement que tel traitement n'est pas efficace alors que d'autres traitements le sont. Si les spectateurs ici voulaient prendre un exemple, et on nous a cassé les pieds avec ça, tellement ça n'en finissait pas ce débat-là, c'est autour de l'hydroxychloroquine, qui manifestement reste un sujet de débat, n'est pas un sujet enterré aujourd'hui, puisqu'il y a de plus en plus d'études sérieuses, manifestement, et qui montrent que ça a quand même une incidence, tandis que ceux qui sont contre continuent à venir avec des preuves, mais qui sont, pour ce qu'on peut juger quand on est un spectateur, sont de plus en plus faibles, mais continuent à dire non, c'est une arnaque en règle. Quand ne sont pas certaines études complètement frelatées, on pense notamment à celle du Lancet, qui était une étude bidon complète. Et ça se demandait comment il y a des gens qui ont osé, puisqu'il n'a même pas fallu 3 jours pour que ça soit dénoncé. Donc c'était tellement mal magouillé que si au moins ils avaient fait ça intelligemment. Mais maintenant, il faut faire attention, parce que ça, c'est parfois l'arbre qui cache la forêt. Donc vous voyez, voilà une étude tellement mal faite que celle-là, oui c'est vrai, d'accord, elle n'est pas bien faite. Mais toutes les autres seraient soi-disant bien faites, qui essayent de démontrer l'inefficacité. Moi je ne suis pas... Enfin en tout cas, dans le débat, quand vous êtes un observateur impartial, moi j'ai pas d'intérêt ni pour l'un ni pour l'autre, c'est interpellant de voir qu'au minimum, en tout cas, ça c'est ce que moi je peux dire en tant que philosophe, la question manifestement reste posée. Et dire il n'y a que le vaccin, pour le moment, c'est pas vrai. Il y a des discours crédibles, scientifiques, démontrés, semble-t-il du moins, et qui montrent que non, il y a d'autres traitements qui sont connus depuis longtemps, qui sont inoffensifs, pour lesquels on a... Enfin, c'est des millions de personnes qui l'ont déjà utilisé, qui ont été suivies. Mais comme notamment, je pense aussi, alors le nom du médicament m'échappe pour l'instant, mais en Corée du Sud et au Japon, on traite les gens depuis le début. On les soigne réellement depuis le début. Effectivement, ils ont des chiffres absolument excellents. Voilà. Ou cette polonaise, roumaine. Sur combien de patients? C'est ça qu'on a dit près d'1 millier de patients, effectivement, qu'elle a soignés avec simplement des macrolides, donc des antibiotiques à large spectre. Voilà, oui. Puisqu'elle a juste traité en fait comme une pneumonie atypique. Et elle a traité ça comme une pneumonie atypique. Et donc elle a soigné 100% de ses patients, donc qui allaient en âge de mémoire. C'est une pneumologue. Voilà. C'était de 37 ans, ces patients, à 87, je pense. Et alors ici, vous voyez, il y a un enjeu derrière tout ce qu'on est en train de dire ici, donc devant tous ces constats que l'on peut faire, et donc de fait, si on cherche, on voit des gens qui viennent avec des expériences, et c'est pas simplement avec mon chat ou mon poisson rouge, c'est sur des gens, et à grande échelle. 1000 patients, c'est quand même pas rien. Vous avez, donc en général, quand vous êtes là-dedans, vous allez avoir un autre débat qui va apparaître, qui est comment on fait de la science. Et alors, vous allez avoir, en général, les grands groupes pharmaceutiques qui, eux, vont mettre sur le devant de la scène le fait qu'une vérité scientifique, on ne peut l'avoir que par des études randomisées. Donc, c'est-à-dire, on fait 2 groupes, si vous voulez, à l'aveugle, et on ne dit pas ce qu'on donne à qui. Et on compare, donc à l'un on va donner le traitement, à l'autre on donne un placebo ou un ancien traitement existant, et on compare donc le résultat à la sortie, si vous voulez. Et on regarde si le nouveau traitement est plus efficace que ce qu'on a donné, le placebo ou... Bon. Et donc les firmes pharmaceutiques donc disent, voilà, si vous voulez avoir des certitudes, il n'y a rien à faire, il faut se lancer dans des études randomisées, en double aveugle, enfin ce genre de choses. Et puis vous avez, donc dans la crise qui nous concerne, vous avez des gens qui disent, ben oui, c'est génial de faire des études randomisées sans doute, mais il n'y a pas que ça pour faire de la science. Quand vous êtes en situation d'urgence devant des phénomènes nouveaux, vous avez aussi ce qu'on appelle des études observationnelles. C'est-à-dire des gens qui, de manière plus ou moins empirique, avec un peu de bon sens, essayent des choses, ne vont pas faire non plus en général les 400 coups et mettre des gens en danger, mais enfin on essaye par exemple des antibiotiques, Raoult avec son hydroxychloroquine, enfin voilà, tous ces machins-là, donc ils essayent et ils observent eux que manifestement chez eux en tout cas, il y a beaucoup moins de décès qu'ailleurs, là où on ne le fait pas, que les gens s'en sortent plus ou moins bien, enfin etc. etc. Alors vous voyez bien, donc les premiers disent, oui mais votre étude là forcément vous n'avez pris que des cas, c'est observationnel, ça ne sert à rien, et les seconds eux disent, si, puisqu'on l'a observé en situation d'urgence, c'est tout à fait légitime, et on fera les études après si vous voulez, mais en attendant, le but du jeu, c'est de sauver les gens quand même, et donc plutôt que d'interdire les traitements qu'on expérimente, il est vrai, sur le terrain, mais qui semblent donner des résultats, plutôt que de l'interdire pour que le vaccin devienne indispensable, est-ce qu'on ne devrait pas permettre d'aller plus loin, de continuer à expérimenter, enfin, voilà. Donc, ça devient des débats techniques, mais c'est pour savoir que très rapidement, on va sortir du débat sur telle substance ou telle autre substance,
pour attaquer donc les gens qui font des tests aujourd'hui, enfin qui essayent d'utiliser leur bon sens, en leur disant ce n'est pas randomisé, donc c'est niet. Ce que l'on sait, c'est que pour faire des études randomisées, vous devez avoir l'envergure d'un grand groupe pharmaceutique. Parce que ça coûte des millions. En même temps, les vaccins à l'heure actuelle sont en phase de test. Alors en même temps, ça c'est le paradoxe dans lequel on est. Moi je veux bien. Hein, voilà, tout à fait. Et en même temps, on interdit beaucoup moins maintenant, mais on a quand même empêché les généralistes de traiter. Oui, tout à fait. Ce qui est une catastrophe, parce que moi je prends 2 exemples tout bêtes, hein, c'est très concret, hein, c'est ma famille, ma mère, on a un bon médecin, heureusement, qui est donc testé positif. Elle a pris de l'azithromycine, après 2 jours, elle n'avait plus rien. On a eu de la chance. Mon beau-frère, par contre, son médecin lui a dit restez à la maison et prenez du paracétamol, comme on a fait avec beaucoup de gens. Et bien, donc, il était très, très malade pendant 1 mois. Voilà, exactement. Donc, je veux dire... Alors ça, c'est la vie, hein. C'est ce que les gens peuvent vivre tous les jours. Mais quand vous additionnez ça avec d'autres cas, et puis avec des scientifiques qui ont joué ce jeu-là, qui eux peuvent rendre compte de grandes cohortes sur lesquelles on l'a fait, donc c'est votre expérience, plus l'expérience de l'un, et à un moment donné, on se dit, mais il y a peut-être là quand même quelque chose qui marche, enfin, pourquoi est-ce qu'on ne l'essaye pas, et qui marche sans doute dans des conditions très très strictes. Hein, donc par exemple pour l'hydroxychloroquine, il faut que ça soit préventif, dès les premiers symptômes en tout cas, plus tard, c'est trop tard. Enfin voilà, donc on fait pas n'importe quoi. Apparemment fonctionnerait aussi. Voilà, donc il fonctionnerait apparemment mieux, semble-t-il, même que l'hydroxychloroquine. Mais enfin voilà, peu importe. Mais donc toujours est-il que il y a là un savoir qui est discrédité et au nom d'une pratique qui est bien connue, donc les études en double aveugle randomisées. Mais comme par hasard, c'est comme pour les semences et tout ça, vous avez tous ces problèmes-là de brevets. C'est toujours comme par hasard, il faut que vous soyez une structure énorme pour pouvoir vous permettre le luxe de faire des études comme celle-là. Et donc, du coup, ça veut dire que tous les chercheurs dans leur clinique, dans leur labo, ou que sais-je d'autre, ou le médecin qui essaye de soigner, lui ne peut pas le faire, forcément, et donc son savoir est disqualifié. Hein. Et là, il y a un vice de procédure. Oui, et puis il y a une faille dans laquelle, du coup, les gens s'imaginent des choses. Comme on est face à ces contradictions et à ces choses qu'on ne comprend pas entre les labos pharmaceutiques qui veulent les études randomisées mais qui en même temps font des tests sur les gens avec le vaccin, on est en droit de se dire mais qu'est-ce qu'ils cherchent si ce n'est le profit? Oui, parce que c'est quand même assez curieux que les seuls traitements plus ou moins autorisés, comme par exemple le remdesivir, coûte à peau des fesses. Récemment ici, ils sont en train de sortir les anticorps monoclonaux, c'est pas ça? C'est possible. Voilà. Et effectivement, c'est les 2 seuls traitements où on dit ça va, on peut vous les payer. Vous pouvez mettre ces 2 types de traitements. Or, on sait qu'ils sont relativement nocifs, qui marchent assez mal, mais ils sont très chers. Voilà. C'est quand même la seule constante. Ils sont très chers. Bon. Alors maintenant, le problème du complotisme, parce que je vais aussi lire un peu ce que racontent ces gens-là, je pense que le défaut du complotisme, c'est que en philosophie, on appelle ça, c'est faire de l'idéologie, si vous voulez. C'est-à-dire, sous couvert de vérité, en fait, je vais vous bricoler une version qui a une seule vertu, c'est de se rassurer à bon compte. C'est-à-dire, se rassurer, vous allez me dire, non, parce que ce dont on parle est monstrueux, ça fait peur, mais c'est se rassurer dans le sens où j'acquiers l'impression que je comprends ce qui est en train de se jouer, tout maintenant commence à avoir du sens, je peux relier des faits entre eux, et par conséquent, je maîtrise la situation. Alors vous comprenez bien, ça c'est terrible, c'est qu'une fois qu'on sait que donc tout ça c'est un jeu de dupes, tout ça, ce sont des salauds qui veulent nous manipuler avec la 5G, je sais pas quoi. Enfin, il y a des théories extraordinaires dans le complotisme, il faut bien reconnaître. Bon, enfin bref, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet tout simplement donc de ne pas rentrer dans tout ce qu'on nous demande de faire et par conséquent de continuer à vivre comme avant. Moi, je ne me laisserai pas avoir comme les autres. Alors que, et c'est là qu'il y a un problème, alors qu'on vit quand même une cassure, ce ne sera plus comme avant. Moi, j'ai l'impression que ce sera pire qu'avant. Enfin, soit peu importe, mais en tout cas, ce ne sera plus comme avant. On ne parlait pas de malheur. Mais si, vous avez déjà les signes sous les yeux. Hein. Mais on en viendra. C'est le basculement de la société, voilà, effectivement, dans un autre capitalisme. Mais en tout cas, donc, pour revenir à l'histoire du complotisme, donc, ils font des liens. Donc, il y a des faits réels qu'ils observent très bien. Ils sont parfois intéressants à lire pour ça, parce qu'ils fouillent. Et parfois, ils sortent des documents qui sont intéressants. Mais ils relient ça avec tout et n'importe quoi pour imaginer donc un grand complot, c'est ça l'histoire, donc un grand complot de quelques-uns qui sont on ne sait pas où et qui organisent effectivement le monde, qui veulent une mondialisation, un pouvoir unique, je ne sais pas quoi, enfin tous des trucs pareils. Et c'est là que pour moi ça dérape.
C'est-à-dire que je serais plutôt partisan de la thèse suivante, c'est que nous sommes dans un monde qui, donc aujourd'hui, ça c'est des choses connues, donc qui obéit au principe au paradigme, comme on dit, au paradigme de la complexité. C'est-à-dire ça tire dans tous les sens. Par rapport à ce dont on est en train de parler ici, moi je ne pense pas qu'il y ait un complot, vous avez tout simplement des gens qui profitent de l'aubaine, c'est tout. Et chacun tire de son côté. Mais d'imaginer maintenant que tout ça s'est orchestré d'une manière ou d'une autre... Et les gouvernements, oui, ont beaucoup plus de facilité à gouverner aussi. Ah, du coup, évidemment. Donc, je veux dire, c'est aussi une aubaine. Tout à fait, hein, bien sûr, parce que on ne sait pas, on ne connaît pas, on ne peut pas. Enfin voilà, on est dans un truc nouveau. Enfin voilà, donc on fait confiance. Enfin, il y a une espèce de stupeur pour beaucoup de gens quand même. C'est assez surprenant de voir que. Enfin moi, quand je rencontre des gens ainsi qui sont vraiment très à cheval, qui ont peur, qui vraiment se sentent menacés dans leur quotidien. Enfin. Je dois avouer que il faut être prudent, évidemment, il faut être prudent. Hein. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de virus, mais enfin, de là à se sentir personnellement menacé en permanence, jusque dans sa voiture, jusque chez soi. Enfin voilà, une fois qu'on est dans cet état-là, tout ça pour dire on est manipulable, ça c'est évidemment. Hein. Donc le sauveur, c'est celui qu'on va suivre les yeux fermés, enfin. Hein. Il vaut peut-être mieux avoir les yeux ouverts. Quel est votre avis, vous, sur philosophe qui a quand même... La notion de la liberté est importante, puisque on a eu l'occasion de voir une conférence où vous donniez une conférence donc sur le titre, c'était Oser la liberté. Quel est votre avis sur ces mesures sanitaires dans lesquelles on est depuis 1 an, qui contraignent en tout cas une certaine liberté? Oui, voilà. Ce qui est vrai, c'est que là où il y a un problème, c'est au niveau du droit, si vous voulez, c'est-à-dire les libertés que nous avons acquises, qui sont des droits, qui sont devenus des droits protégés par la Constitution, ou protégés au niveau européen, enfin peu importe, c'est les droits de l'homme si vous voulez. Et c'est vrai que là, à ce niveau-là, donc les libertés consacrées par le droit, là on est, voilà, les droits fondamentaux, donc là on est menacé manifestement, puisque les juristes nous l'enseignent depuis quasi le début de l'année passée, depuis le début de la crise, en se retrouvant dans une situation de crise. Pas mal de gouvernements finalement, dont la Belgique, on en est venu à un état d'exception. En tout cas, on prend des mesures hors cadre constitutionnel, démocratique, avec des débats au Parlement. Déjà là, allez, une question que moi je me pose. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas un foutu parlementaire qui arrête la machine pour dire mais ça ne va pas. On les a interviewés ici chez BAM. Ça c'est une grande question. Non, et il n'y a personne, aucun. Enfin, comprenez bien pourquoi moi c'est un truc qui m'interpelle. Donc ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est quoi? C'est que les parlementaires ne bougent pas. Prochaines élections, pourquoi s'il faudrait voter pour ces gens-là? Ils servent à quoi ces gens-là? Alors, ils vous disent... Pardon, non, c'est parce que moi j'en ai interviewé 3. Ils vous disent qu'ils débattent au Parlement. Mais que le débat n'arrive pas là où les décisions sont prises. Donc ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a remarqué que donc on a interviewé 3 partis fort différents. Ils sont tous obsédés, je dis le mot obsédé parce que je n'ai pas d'autre mot, par la stratégie vaccinale, où ils pensent que c'est la seule et unique solution, et par la saturation des hôpitaux. Donc en fait, le discours s'arrête là. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. C'est le discours qu'on nous sert en permanence. Là, enfin bon, dans ce que vous dites, il y a plein de choses sur lesquelles on peut rebondir, mais ça va aller dans tous les sens. Mais... Il n'y a pas de souci. On prendra le temps qu'il faut. Mais donc d'abord par rapport aux hôpitaux, donc ça fait 1 an qu'on est en difficulté. Alors, il ne faut pas être un grand devin pour constater que donc on joue au yo-yo. Et c'est un peu comme le cours de la bourse, c'est-à-dire que c'est irrationnel, dès que ça monte, on a l'impression qu'on est reparti en enfer, et puis ici on parle déjà maintenant effectivement d'une retombée, et quand vous regardez, c'est vrai que ça monte, etc., et bon, à un moment donné ça redescend toujours, mais enfin on sait que ça peut remonter d'une manière ou d'une autre, on sait qu'il y a des variants possibles. Bon, est-ce que depuis 1 an, on a pris des mesures pour préparer la potentielle prochaine crise ? On est toujours avec ce même refrain, mais ça se demandait, ou bien il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais on est toujours en train de nous dire il faut surtout que les services ne soient pas saturés. Est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir une organisation où plutôt que de dépenser des milliards pour les firmes pharmaceutiques, on investirait dans nos hôpitaux pour prévoir des mécanismes où très rapidement on a du matériel, très rapidement on ouvre des salles qui ne sont pas utiles quand tout va bien, mais qui sont disponibles pour le cas où on aurait une crise. Maintenant on le sait, on le savait déjà avant la crise, ceci dit.
qu'on était exposé à des risques de pandémie. Enfin bon, tant qu'on n'en a pas une, évidemment, on peut toujours rêver qu'on est protégé. Mais maintenant qu'on y est et on voit que ça dure et on nous dit qu'il faudra peut-être apprendre à vivre avec le virus, eh bien, est-ce qu'il y a au Parlement, moi je ne suis pas au courant, un débat pour dire on a des milliards pour les firmes pharmaceutiques, on va en donner aussi maintenant et peut-être que c'est un bon investissement sur le long terme, enfin, plutôt que d'être chaque fois à la merci. Vous savez que, meilleur, selon moi. Par rapport aux firmes pharmaceutiques, vous savez qu'on est en train de parler maintenant d'une troisième, donc il y a 2 piqûres qu'on fait, donc pour en tout cas le Pfizer et le Moderna et l'AstraZeneca aussi, on parle maintenant d'une troisième. Après une troisième dose, donc d'ici quelques mois, puisqu'on ne connaît pas la durée. Et ça veut dire quoi? Qu'en fonction des variants, on va constamment... donc ce serait peut-être plus intéressant quand même de se dire... On investit de l'argent, tant pis ça coûte, mais c'est peut-être un bon investissement qui nous permettra de faire des économies plus tard, plutôt que de dépenser des milliards en permanence pour avoir des vaccins, le dernier vaccin qui permet et qui est toujours une guerre en retard de toute façon. On investit dans des structures de soins, on sait comment prendre en charge maintenant... Et des études de traitement aussi. Et donc dans toutes les alternatives, donc pas simplement les trucs préventifs, mais aussi comment améliorer les soins de façon à ce qu'on puisse réagir vite. Enfin, non, ça, la question n'est... nul et non avenu. Mais donc c'est ce que je voulais dire, moi ce qui me frappe aussi depuis le début de cette crise, c'est que c'est la première fois pour moi dans l'histoire du monde que tous les parlementaires, aussi bien majorité qu'opposition, sont d'accord ensemble. Et l'opposition est inaudible. Oui. Ça, c'est comme... Il y a rien, maintenant 2-3 petites voix qui s'élèvent un petit peu maintenant, mais sinon tout le monde était d'accord comme un seul homme. Oui, ils font tout bien. Et ça c'est intéressant parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que... Enfin, je pense que c'est la conséquence d'un des enjeux. Il y a peut-être d'autres choses que j'ignore, mais on disait tout à l'heure, donc c'est vrai qu'il n'y a plus de débat possible. Donc, si vous défendez une position un peu différente, vous devenez d'office un complotiste. Un complotiste, c'est un ennemi, c'est quelqu'un qui n'est pas crédible, et donc c'est dehors. On ne discute pas avec ces gens-là. Donc comment voulez-vous, une fois que c'est devenu un lieu commun, c'est devenu, oui, c'est vrai qu'il y a des complotistes, c'est des idiots ces gens-là, et évidemment il y a ceux qui ont la bonne version, donc c'est le gouvernement pour dire les choses simplement. Ou les médias mainstream, comme on dit, enfin bon, peu importe. Donc c'est le discours officiel, il faut se faire vacciner, il y a que ça comme solution, et avec ça la sécurité sera garantie, etc., etc. Quand vous êtes enfermé là-dedans, vous êtes politicien, comment vous faites entendre une voix pour essayer de lancer un débat sans que tout de suite on vous coupe en disant si tu commences comme ça, c'est que toi aussi tu as été gagné par la maladie du complotisme, donc tu dégages, tu mets notre parti en... Ils ont peur. Moi j'ai l'impression, si j'étais responsable de parti, donc quand j'essaie de rêver, enfin moi je ne suis pas politicien. Donc, mais c'est bien de se mettre à la place parfois. Oui, c'est un truc, mais c'est parce que c'est facile de critiquer, mais après qu'est-ce qu'on fait et donc quand je me mets à la place d'un responsable de parti, si je vois que les membres de mon parti commencent effectivement à tenir un propos qui est peut-être cohérent, mais qui est perçu par la population, en tout cas la majorité, comme du complotisme, donc c'est-à-dire comme du délire, si vous voulez. Je dis, écoutez les gars, si vous voulez qu'on vote pour nous, enfin on est mal pris, parce que ne rien faire, c'est prendre le risque quand même qu'on ne vote pas pour nous, mais jouer ce jeu-là, c'est être un parti de farfelus, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on sera perçu, on n'est plus crédible, et donc, donc vous faites quoi? Et ça doit pas être facile. Et donc c'est ça qui est terrible dans le jeu dans lequel on est. C'est pour ça que les intellectuels qui dénoncent le fait qu'il n'y a plus de débat, et quand il n'y a plus de débat, vous préparez une dictature, enfin un système totalitaire en tout cas, au niveau parlementaire, on les a désarmés. Enfin, en tout cas, c'est un des éléments vraisemblablement. Puis ils reçoivent sans doute des consignes aussi, moi j'en sais rien. Mais en attendant, est-ce que j'oserais, en tant que parlementaire, d'aller poser mes questions. La chose qui, moi, m'a frappée, c'est qu'effectivement, quand je leur posais la question, donc, à ces parlementaires, députés, s'ils étaient pour le passeport certificat vert, ils disaient que c'était, oulala, ça non, c'est quand même très délicat, c'est dangereux, on ne sait jamais. Je parle de ça il y a 2 mois. Donc, voilà. Et là, maintenant, on voit qu'à l'Europe, ils sont quasi tous votés pour. Donc, je veux dire, ça c'est quand même... C'est parce qu'ils ont vu la lumière. Oui, mais... Donc, mais imaginez que vous soyez contre. Mais non, mais c'est ça, je vous rejoins, je me mets à leur place, effectivement. Mais c'est pas une bonne raison. Non, mais donc il y a le débat de fond, on peut dire, mais ils se trompent peut-être, en tout cas on peut ne pas être d'accord avec eux, mais maintenant imaginez, donc notre parti prendrait, donc je suis de nouveau chef d'un parti, donc on prendrait la responsabilité de s'opposer bec et ongle au certificat, on n'en veut pas, alors que les autres pays déjà vont probablement l'avoir, et l'imposer en plus. Donc ça veut dire que je condamne ma population à ne pas pouvoir voyager.
Il faut que les avions décollent, hein, par pitié. Hein. Mais vous comprenez, et ça va se retourner contre vous. Si les autres le font, vous êtes entraînés. Donc il n'y a pas que la politique belge ici, c'est au niveau européen. Et là, vous êtes emporté dans un truc. Une fois qu'il y en a une majorité, vous dites, zut, comment est-ce que je peux me défendre? Enfin, si, de toute façon, je ne peux pas bloquer le système, c'est pas possible. Mais ça fait peur. Ça veut dire qu'ils sont tous embarqués dans une espèce d'escalator comme ça qui monte vers... Voilà, il y a ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire il y a une croyance qui s'est mise en place. Avec les vaccins, il faut que les gens puissent voyager, tous des trucs comme ça. Et donc, il faut les conditions de sécurité pour. Et une fois que vous êtes absorbé là-dedans, on y va, quoi. Parce qu'il faut de fait que la machine tourne. Il faut pas oublier non plus que ces gens-là subissent des pressions de lobby. C'est terrible. Hein. Et donc, pour pouvoir dire non ou ne pas faire... on vous menace, oui, mais vous vous rendez compte, si vous bloquez le système, c'est des chômeurs en plus, c'est un drame. Ça, c'est un vrai drame, par contre. Et donc, non, il faut absolument que la machine tourne. Donc, on peut comprendre qu'ils sont mal pris, mais vous voyez bien, donc, les besoins immédiats qu'il faut pouvoir satisfaire aussi, malheureusement. Je dis malheureusement parce que ce serait plus facile si on pouvait dire on arrête et on attend que ça passe et puis on reprendra. Mais bon, il faut vivre entre-temps, donc c'est pour ça. Mais en tout cas, d'être dans une vision à court terme, dans l'immédiat, fait qu'on n'a plus aucune perspective et qu'on ne sait plus où on va, en fait. Et donc voilà, donc c'est maintenant, il faut un passeport. C'est-à-dire qu'on est comme ça, on a le mur devant. Voilà, et on met en place, ça, c'est des choses qui, moi, me chipotent un peu. Il y a des personnes qui vont dans ce sens en disant, et on met l'air de rien en place, une manière de vivre ensemble qui devient de plus en plus sécuritaire. Donc, par exemple, par rapport à ce fameux certificat vert, une question qui va devoir être abordée, c'est les informations qui sont reprises sur ce certificat. Elles sont où? Comment est-ce qu'on les contrôle? Qui les utilise? Qui est susceptible de les utiliser? Oui, donc, parce qu'en attendant, beaucoup de gens ne verront que le certificat, c'est ma liberté, et ils sont tout contents. Mais derrière ça, n'empêche que donc, vous êtes d'accord pour pouvoir faire ce que vous voulez, de donner des données qui relèvent de la vie privée. Donc on le fait déjà pas mal avec son smartphone, etc. Mais tout ça, c'est pour de la consommation, c'est pas trop grave. Mais là, c'est à des États que vous donnez vos informations. Et ça, c'est plus grave, surtout quand on voit qu'en Belgique, pour ce qui concerne du respect de la vie privée, et des organismes, donc des autorités qui sont en charge de tout ce qui est, donc on appelle ça le RGPD, donc c'est le règlement concernant la gestion des données privées, etc. En Belgique, pour le moment, il y a une crise dans ces boîtes-là, donc ça ne va pas du tout. Il y a des conflits d'intérêts où les gens qui sont dans ces boîtes sont en même temps donc soumis aux politiques. Donc par conséquent, est-ce qu'ils ont vraiment, alors que c'était la condition, cette autorité qui est amenée à gérer les données privées doit être indépendante. Et on voit que le politique s'immisce là-dedans et qu'il n'y a plus comment. Donc il y a des gens qui ont démissionné récemment de cette affaire-là en disant mais ça suffit. Oui, c'est ça. Des données. Oui, c'est ça. Je ne sais plus comment. Et donc là, c'est quand même interpellant. Donc dans ce contexte-là, où en Belgique, je ne sais pas dans les autres pays où c'est là, c'est un peu la foire d'empoigne et la pagaille. On va donner nos données. Allez, autre exemple que je vous donne, une chose qui m'interpelle et qui me scandalise pour le moment. La vaccination en tant que telle, dans les hôpitaux, parce que moi je travaille un peu dans les hôpitaux, la vaccination c'est un geste médical. C'est un geste médical qui par conséquent doit être couvert par le secret professionnel. Éventuellement qu'il y ait un dossier quelque part, ça me pose question aussi, mais c'est pas ça l'enjeu. S'il y a un dossier, si personne ne va le voir, c'est pas grave. Et si les données sont plus ou moins rendues anonymes, c'est pas grave non plus. Si les procédures sont là, qu'il y ait un dossier qui existe quelque part, un fichier, c'est pas un souci. N'empêche que dans la réalité des relations donc dans l'hôpital, donc ça veut dire quoi concrètement? Personne n'a à savoir si je suis vacciné ou si je ne le suis pas. C'est une donnée qui relève du secret professionnel. Vous allez dans les hôpitaux, c'est la foire d'empoigne, tout le monde sait qui fait quoi, et ceux qui effectivement ne sont pas vaccinés se font harceler, c'est terrible, mais c'est pas normal. Et les hôpitaux ne bougent pas. Moi j'ai eu le cas très concret ce matin où une de mes nièces, on va dire, s'est fait renvoyer parce qu'elle travaillait donc, comme femme de ménage dans les maisons de repos. Elle n'a pas voulu se faire vacciner, elle est renvoyée pour ça. Voilà, exactement. Et ça, il faut dire à ces gens-là qu'il y a deux choses, et il faut aller en justice, et il faut que ces gens se mettent ensemble. Mais parce que ça, une fois encore, c'est pas tenir un discours contre le vaccin, que ce soit bien clair, c'est tenir un discours contre les dérives à l'occasion de la vaccination.
Première chose, c'est que ce sont des gens qui sont victimes de harcèlement. Si vous allez revoir toute la réglementation sur le harcèlement au travail, pour certaines de ces personnes du moins, on est tout à fait dans ces conditions. On les culpabilise, on les harcèle, jusqu'à les menacer. Deuxièmement, vous avez, par rapport au cas que vous évoquez là, vous avez notamment le Conseil de l'Europe qui a sorti un texte dans le courant du mois de janvier qui traite de la vaccination et qui rappelle, donc le Conseil de l'Europe, c'est pas le Parlement européen, hein, donc c'est ce qui regroupe une quarantaine de pays européens et qui donne des directives qui ne sont pas du tout contraignantes, mais au regard des droits de l'homme. Et donc si jamais vous allez en justice, on peut utiliser ça comme indication sur ce qu'il est juste de faire. Et dans ce texte-là, donc dans cette résolution qui a été adoptée dans le courant du mois de janvier, c'était pas début janvier, c'était je ne sais plus en janvier, il est dit très clairement que on ne peut forcer personne à la vaccination et les personnes non vaccinées ne peuvent pas subir des discriminations. Donc pour toutes ces personnes, que ce soit dans le milieu hospitalier ou ailleurs, ou les institutions de soins, ou n'importe où, peu importe, pour le moment, ce qui est légal, c'est qu'on peut choisir d'être vacciné, on peut choisir de ne l'être pas. On n'a pas à subir de harcèlement. Le fait d'être vacciné ou pas est protégé par le secret professionnel, donc personne n'a à savoir, même mon directeur n'a pas à savoir si je suis vacciné ou pas. Et le Conseil de l'Europe fixe un cadre auquel les pays européens sont quand même soumis, puisqu'on fait partie du Conseil de l'Europe, qui est que donc on reconnaît, puisqu'il y a des Belges qui ont été votés pour ce texte-là aussi, donc on reconnaît que pas de discrimination, pas de harcèlement, et c'est pas obligatoire. Donc voilà, vous avez tout ça ensemble. Mais du coup, c'est en contradiction directe avec le certificat vert. Exactement ce que c'est en contradiction directe. Mais bien sûr, et donc c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour essayer de... maintenant, il y a toujours moyen d'organiser, j'imagine, hein, on va nous dire, il y a moyen d'organiser le certificat vert dans le respect du secret professionnel, etc. Ça, c'est possible. Par exemple, les données que vous avez, simplement, on ne peut pas le vérifier. Mais c'est vrai qu'elles sont quelque part et peut-être qu'elles sont à l'abri. Rêvons, hein, elles sont à l'abri et que, voilà, si vous êtes hospitalisé, de toute façon, il y a un dossier vous concernant on peut espérer qu'on ne fasse pas de bêtises de ce côté-là. Donc ça, ils vont dire secret professionnel, ça, c'est pas vraiment une objection majeure. C'est un secret de polichinelle, parce que du coup, si j'arrive à l'aéroport et que je n'ai pas mon certificat, bref, c'est anonyme, je veux rentrer dans l'avion, on me dit, ah non, vous ne pouvez pas, on sait bien forcément que c'est parce que je ne suis pas vacciné ou j'ai pas fait de test, etc. Donc ça ne saurait pas être secret. Voilà. Je répète une autre analyse, c'est que le certificat vert, leur permet de réouvrir des choses sans se désavouer sur ce qu'ils ont fait précédemment. Alors oui, bien sûr. Oui. C'est qu'effectivement, du coup, ça passe. Et en même temps, c'est une façon de vendre leur truc. Hein, effectivement, donc il n'y a pas de désaveu, c'est qu'on ne peut pas faire ce qu'on faisait avant, sauf si on a un certificat vert. Alors qu'on pourrait peut-être refaire ce qu'on faisait avant, sans qu'il y ait de nouvelles augmentations de cas par d'autres mesures, mais là, ce serait un désaveu. Voilà, parce que ça veut dire des mesures qu'ils n'auraient pas pris à l'époque. Ici, effectivement, c'est le dédouanement qui est parfait. Oui, puis il y a quand même ces influences qu'on ne peut pas nier d'une volonté de l'Europe. Alors, est-ce que ça vient même carrément, on va dire, des gouvernements de passer à une numérisation supérieure, à une accélération en tout cas de la numérisation pour aller vers un autre capitalisme qui serait plus technologique, numérique et individualisant. Hein. C'est-à-dire que derrière ça, un des enjeux, en tout cas, c'est qu'une fois qu'on généralise le télétravail, par exemple, pour tous les métiers pour lesquels c'est possible, une fois que les gens ne sont plus ensemble... allez, je vais vous donner un exemple, comparaison n'est pas raison, mais il y a des entreprises dans lesquelles, pour que ça tourne, on n'engage que des étrangers. Et des étrangers qui sont des étrangers entre eux, c'est-à-dire qui ne sont pas de même nationalité. Alors évidemment, c'est pas facile de faire tourner le bazar, mais quel est l'intérêt? C'est que comme ça, ils ne peuvent pas parler entre eux. Et donc, ils ne sont pas distraits, ils ne peuvent pas se mettre ensemble pour manifester, et voilà, ils ne parlent pas français de toute façon, ou ils ne parlent pas néerlandais, on s'en fout, et donc du coup, et ça tourne comme ça. Et c'est incroyable. Eh bien, si vous voulez, comparaison n'est pas raison, mais c'est un peu semblable. Une fois que chacun est dans sa maison en train de taper sur son ordinateur, on peut dire, est-ce qu'on ne bougerait pas? Je sais pas, je dois garder mes enfants aujourd'hui, quoi, ils sont là. Voilà, vous avez morcelé, et ça c'est redoutable, évidemment, comme affaire. C'est un des éléments où, tout en douceur, parce que les gens préfèrent ne pas prendre leur voiture pour être dans les bouchons pour venir à Bruxelles, évidemment. Donc vous vous rendez compte, je gagne 1 heure le matin, je gagne 1 heure le soir, je suis chez moi, je mange comme je veux, c'est merveilleux. Donc il n'y a que des avantages, mais en attendant, je suis plus avec les autres.
Oui, parce que je pense, j'ai vu un truc effrayant enfin, qui moi m'a effrayé. C'est une interview de Quartier Libre, donc Laure Adelin, de Laurent Alexandre, qui est quand même ce monsieur que je trouve très effrayant dans sa façon d'aborder les choses, et qui, lui, trouve que c'est une aubaine, cette crise, justement, par rapport au fait il dit, mais c'est formidable, le Zoom, du coup, on va plus avoir d'embouteillage, pour l'écologie, c'est génial. Voilà, il est vraiment dans cette perspective-là de se dire, c'est formidable, on va pouvoir passer une transition écologique grâce à ça. Et moi, j'entends ça, je trouve ça terrible. Bon, il parle aussi d'enfants à la carte, qu'il trouve génial. Donc, il est là-dedans aussi. Donc, voilà. Mais voilà, c'est le lien qui s'effrite, qui s'en va. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est terrible. Mais pour parler de Laurent Alexandre, il va même jusqu'à donc défendre les thèses transhumanistes. Oui, mais c'est terriblement. Et avec cette idée que les gens qui ne rentreront pas dans le système, donc d'un monde augmenté, quelle que soit la manière de le faire. C'est l'homme 3.0. Oui, voilà. Donc, les gens qui ne rentrent pas là-dedans, donc l'expression est quand même bien choisie, les gens qui n'accepteront pas de le faire deviendront les chimpanzés de ceux-là. Donc de ceux qui auront accepté. C'est-à-dire des gens qui seront, qui seront déclassés, qui ne comprendront plus, parce que les autres auront évidemment intégré des puces, des trucs et des broles, voilà. Enfin, il a une vision effectivement qui est très très radicale, mais derrière cette vision très radicale, donc c'est vrai que l'essentiel, c'est le fait qu'on casse le lien social, et là c'est vrai que ça rentre dans ce qu'on appelle dans les grands mots, une espèce d'explosion. C'est pour ça que je ne pense pas que l'avenir qui nous attend soit meilleur, une espèce d'explosion du néolibéralisme. Oui. Donc c'est-à-dire où c'est l'individu roi, les liens sociaux, c'est encombrant, ça ne sert à rien pour faire tourner la machine. Et donc tout ce qui peut effectivement mettre de la distance, séparer, donc autant le faire. Les gens seront demandeurs finalement. Il y a moyen en tout cas de faire en sorte qu'ils le soient, parce qu'ils y voient des intérêts immédiats de nouveau. Oui, je ne dois plus prendre le train, le bus, tout ce que vous voulez. Et c'est quand même plus confortable chez moi qu'au bureau. Et les gens vont suivre, beaucoup de gens vont suivre vraisemblablement. Mais en attendant, vous avez perdu l'essentiel, c'est que là, je ne sais pas s'il faut développer ça, moi, c'est sur le plan humain, ce qu'on dit depuis tout le temps, c'est allez, si vous prenez déjà Aristote, c'est pour dire que c'est pas récent, c'est il y a 2500 ans, l'être humain est un homme doué de langage, et c'est un être politique, c'est un animal politique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de faire de la politique si on n'est pas intéressé, mais ça veut juste dire, donc c'est politique au sens originaire du terme, ça veut dire que nous sommes faits pour vivre ensemble. Si possible avec des gens qu'on supporte, mais également malheureusement avec des gens qu'on ne supporte pas. Mais en tout cas, voilà, et on en a besoin d'être pris dans ces relations. Si vous voulez prendre un exemple, un contre-exemple pour confirmer la chose, c'est ce qu'on a vécu avec la crise du Covid, le fait d'avoir isolé les personnes âgées dans les maisons de repos, parce que c'était dangereux d'aller les voir, etc., vous avez le phénomène bien connu qu'on appelle le phénomène de glissement, c'est-à-dire des gens qui progressivement vont s'éteindre. Si vraiment on vous empêche d'avoir des relations avec les autres, mort aussi. Et en plus, en plus pour vivre des choses qui ne sont pas jojo, chacun d'entre nous, si on nous isole, si on fragilise les liens, si on nous empêche d'aller voir les gens qu'on a envie de voir, ou au moins ça, il faut être prudent, pas tout le temps, etc. On va vous occuper chez vous, donc le travail devient une affaire dans votre maison, dans la vie privée, il n'y a plus la scission vie privée, vie professionnelle, ce genre de choses. Et que vous diluez tout comme ça, avec finalement un isolement, le risque c'est d'avoir effectivement des individus qui vont peut-être pas s'embarquer dans des phénomènes de glissement, mais en tout cas une espèce d'appauvrissement, parce qu'il se fait que nous les êtres humains, en tout cas nous avons besoin absolument d'être bousculés, d'être aimés, d'être touchés. Vous avez deux stratégies pour le faire, au moins deux auxquelles on assiste pour le moment. La première, c'est d'abord vous mettez chacun chez lui. Oui. Je suis chez moi, mais c'est l'échange, les liens, les lieux de oui, voilà, c'est le fait, et c'est le fait que là, au moins, on voit ce qu'est le travail, on voit bien qu'on est à la peine ensemble, et on peut commencer à imaginer autre chose, dire non. C'est ça que vous fragilisez. Il est toujours possible de discuter, de chatter, etc. Et puis finalement de sortir quand même. Mais en tout cas, vous le fragilisez. Il n'y a plus de lieu de travail. Les bureaux, pour le moment, les gens qui louent des bureaux, ils sont catastrophés, ces gens-là. Mais c'est terrible. J'ai une connaissance ici qui me racontait hier
ils vont fermer la moitié de leur bureau. Enfin bon, donc d'abord, vous renvoyez chacun chez lui. Et la deuxième chose, il y a depuis 3-4 ans, depuis qu'on a commencé à avoir les manifestations pour l'environnement et puis des manifestations dans le cadre des Gilets jaunes. Donc c'est 2018, 2019, sur le plan de la police. Ce que je crois observer, et ça c'est différent par rapport à quand j'étais jeune, en tout cas pour ce dont je me souviens, c'est que maintenant la stratégie manifestement, et ça aussi c'est terrible parce que ça touche au droit de la libre expression, enfin le droit d'expression, la liberté d'expression, pardon, c'est tout simplement que maintenant ils ont l'air d'intervenir avant que la manifestation ait lieu. En 2018, c'est terrible, ou en 2019, enfin, je ne sais plus, manifestation pour les Gilets jaunes. Il se fait que je suis dans le train. Moi, je ne vais pas manifester, j'avais autre chose à faire, mais en attendant, donc il y avait des gens dans le train. Et bien, comme par hasard, donc le train se rendait, donc je venais de Namur, le train se rendait à Bruxelles, où avait lieu la manifestation. Et bien, à l'entrée de Bruxelles, avant qu'on ne rentre dans Bruxelles, donc c'était juste après Autigny, le train est arrêté. Alors on attend, puis moi j'avais une correspondance à prendre, enfin bon peu importe, on s'en fout. Et en fait on découvre par la suite, parce qu'il y a des gens tout de suite qui chattent, enfin, et bon c'est parti. Hein, donc là c'est encore quelque chose qui est possible. Et on apprend qu'en fait ils bloquent les trains à différents endroits pour empêcher que les manifestants se rendent à Bruxelles. Alors, et quand vous avez... Donc du coup, voilà, donc je me suis dit, c'est bizarre quand même qu'ils le fassent si tôt. Après tout, ces gens viennent manifester, ils ont le droit de manifester, c'est que ça pour une affaire. Et puis quand vous regardez... Après, donc ça a attiré mon attention. Et dans les quelques manifestations que j'ai suivies un peu, hein, eh bien c'est vrai que quand les participants racontent comment ça s'est passé, pour toute une série de ces manifestations, je ne les connais pas toutes non plus, mais chaque fois c'est de la même stratégie, c'est dès que les gens commencent à arriver, on bloque, on isole, on prend éventuellement et on va mettre les gens... oui, c'est terrible. Hein. Et l'idée, vous voyez bien, c'est non pas d'encadrer une manifestation pour la rendre possible sans débordement, ce qui est déjà embêtant, mais enfin, soit peu importe, c'est d'empêcher la manifestation elle-même. Eh bien, vous confinez les gens chez eux, sous prétexte que c'est des économies, c'est mieux, tout le monde a envie d'être chez lui, donc que les gens soient chez eux, on leur fout la paix, ils travaillent comme ils veulent, c'est génial. Et par ailleurs, si jamais ils se prenaient à sortir, de toute façon, tout ça est surveillé et on peut savoir qui fait quoi. Voilà, c'est là que vous avez des gens donc, qui vous disent, donc vous supprimez les débats, vous isolez les gens et la police coupe dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer, vous avez un système où il n'y a plus de débat, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus de liberté, vous avez un système totalitaire, hein, et tout ça gentiment. Un monde entre Huxley et Orwell, moi. Voilà, exactement. Oui, pas toute proportion gardée de nouveau, mais c'est redoutable. Enfin, et alors, ça profite à qui? C'était votre question de départ. C'est vrai qu'une piste possible, c'est pas que de nouveau ça profite à des gens qui tirent les ficelles, etc. Ça, de nouveau, moi j'ai du mal à rentrer là-dedans, mais ça profite à un système, en tout cas, qui est le système que j'évoquais tantôt d'un néolibéralisme où c'est le profit absolument, c'est la rentabilité. Donc si on ne paye plus des locations de bureaux, si les gens sont chez eux, c'est du profit en plus. Et hop, et c'est parti, quoi. Donc moi l'impression que j'ai, c'est qu'il y a au moins ça qui joue certainement. Et c'est de nouveau des effets d'aubaine, comme vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est pas que ça a été planifié, mais ça devient quelque chose, dans le fond, voilà, on voit que les gens aiment bien, donc autant y aller. D'une façon ou d'une autre. Mais en attendant, vous voyez bien, une fois que la crise, c'est ça qui est redoutable, hein, une fois que la crise sera terminée, imaginons qu'on en sorte un jour, les vagues qui laissent des coquillages, des crasses et tout ça sur la plage, quand elles se retirent, si vous voulez, à chaque crise, c'est comme si c'était une vague et qui laisse des lois liberticides. Et puis elle s'en va, mais la loi reste, comme les crasses que la mer dépose. Et on ne les enlève pas. C'est ça qui est terrible. On a eu le cas avec les attentats où les juristes nous ont dit mais il y a des mesures là qui ne sont plus d'actualité mais qui sont restées quand même, qui sont des lois sécuritaires comme par hasard. Et puis maintenant, voilà, il y a des nouvelles lois qui vont arriver, vaccination, etc., des traces dans des dossiers, et ça va rester. Et puis la prochaine crise, ce sera quoi? Enfin voilà. Et là, il y a de quoi être. Enfin, de nouveau, il y a de quoi être découragé d'un côté, et de l'autre côté, ça c'est à la portée des êtres humains que de changer ce genre de choses. De désobéir. Et ça commence par... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il faudra passer par une vague de désobéissance. Oui, moi, je pense aussi. Et ça, ce sont des questions que je travaille par ailleurs. On ne va pas rentrer là-dedans, mais de savoir jusqu'où la désobéissance doit aller. Et donc, ce que je travaille notamment, c'est
comment les gens qui ont été jusqu'à de la désobéissance violente justifient le recours à la violence. Et là, il y a de la littérature, et c'est assez troublant, parce que j'ai l'impression que quand vous écoutez ces gens-là qui disent, voilà, il faut 4-5 conditions, et là, les gens sont prêts à mettre des bombes s'il le faut, enfin. Ben, l'impression que j'ai, c'est que les conditions, petit à petit... Surtout avec l'aggravation de la crise économique. Enfin, je veux dire, il y a quand même 25... Enfin, ça, je dis juste parce que j'ai eu l'information par quelqu'un, par un ami, qui connaît le directeur de la Banque nationale, qui explique très simplement les choses. Actuellement, la situation économique, ça ne va pas si mal que ça. Parce qu'il y a 25% des gens qui ont fait des gains. Ah oui, il y en a qui se sont enrichis. Qui se sont enrichis. 50% qui ont thésaurisé et 25% qui sont éliminés. Donc, ça viendra probablement de ces 25%-là. Mais je veux dire, l'aggravation de la crise économique, elle est là. L'aggravation de la précarité, elle est là. C'est indiscutable. Voilà. Et évidemment, c'est une bombe à retardement. Tout à fait, oui. Dans les conditions, enfin, juste une, pour le plaisir, dans les conditions pour qu'il y ait violence, il faut évidemment que les gens n'aient plus rien à perdre. Et on est en train de fabriquer une société dans laquelle il y a de plus en plus de gens qui n'ont rien à perdre. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y en a qui ont beaucoup à perdre. Ceux qui se sont enrichis. Et donc, évidemment, le pouvoir politique va être au service de quoi? Aider les gens qui ont tout perdu, pas pour éviter qu'ils débordent, mais en tout cas pour les aider, tout simplement. Donc, est-ce que ce sera ça? Ou bien est-ce qu'on va défendre les intérêts de ceux qui ont gagné comme c'est pas possible, et on va écraser tous ceux qui voudraient toucher au système de droit, alors que le système de droit, de toute façon, c'est le gouvernement le premier qui y a touché. Hein, mais, voilà, donc on est dans une... Enfin, moi j'ai l'impression, dans les perspectives que l'on a, c'est que ce que l'on connaissait du monde d'avant, les problèmes qu'on y connaissait, on va les retrouver après la crise amplifiés, et... Ça explose, enfin, bon, je ne sais pas ce que ça va donner, mais donc l'exemple que vous venez d'évoquer, c'est un exemple sur le plan économique. Il y avait déjà des inégalités sociales avant, évidemment, et qui étaient déjà dénoncées, enfin, etc. Et aujourd'hui, on sait que sur un peu plus d'un an de crise maintenant, eh bien, on sait que de fait, les plus riches se sont enrichis d'une manière, c'est je ne sais combien de milliards, enfin, c'est extraordinaire. Enfin, il faut aller relire les rapports d'Oxfam, qui dénoncent des trucs. Donc, vous avez ce que vous avez dit, une minorité qui s'est enrichie de manière extraordinaire, et vous avez une autre minorité sans doute, mais qui est quand même assez conséquente et qui, elle, au contraire, s'est appauvrie. Et donc, vous avez des inégalités qui existaient déjà avant, mais qui aujourd'hui sont amplifiées. Alors, c'est pas qu'on ne veut pas qu'il y ait des riches, mais quand c'est toujours le même problème, c'est la disproportion entre la misère de certains et la richesse d'autres, évidemment. Donc, tant mieux s'il y a des riches, hein, ils font tourner le système aussi, finalement, hein, après tout. Mais n'empêche qu'il y a un moment où ça devient indécent, et on peut comprendre que, en tout cas pour ceux qui sont dans la dèche, niet, quoi. Enfin, c'est pas possible. Hein. Au niveau d'un autre secteur dans lequel ça va plus mal qu'avant, on en a parlé aussi, donc ça va très vite, hein, c'est au niveau de la justice. Déjà avant, le monde de la justice se plaignait effectivement du pouvoir exécutif qui les empêchait, enfin, qui les sous-finançait, enfin, donc la justice avait du mal, et puis maintenant, donc c'est pire, maintenant, on est dans un système où on ne respecte même plus le droit. La Constitution dans les décisions prises, enfin. Donc c'est non seulement avant, on essayait d'éteindre la justice, ou en tout cas de l'empêcher de tourner bien, et maintenant, on s'en occupe même plus. Enfin, on la contourne, donc la Constitution n'existe plus. Enfin, vous vous dites, mais donc c'est encore pire qu'avant, finalement. Et avec le risque, comme on disait à l'instant, que on ne fasse pas vraiment marche arrière, les arrêtés ministériels deviennent vraiment une procédure possible. Enfin, on est à l'abri de rien. Le projet de loi pandémie qui est pour l'instant... Oui, c'est ça, voilà. Ça aussi. Enfin, voilà, donc, et donc, quand vous voyez que, mais ce qu'il en ressort, hein, donc la vague, elle dépose quoi? Elle dépose finalement des conditions qui sont pas ce qu'on connaissait, qui sont pires que ce qu'on connaissait. Et donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui rient maintenant avec ça en disant « Regardez comme on a été naïf, hein, et moi-même d'ailleurs, hein, tout s'arrête. » C'est l'occasion évidemment d'imaginer « Mais comment est-ce qu'on pourrait relancer la machine ?» On a été naïf. Hein. Oui, bien sûr. Enfin, c'est toujours gai de rêver, hein, mais manifestement... le système, il était toujours là, en fait. Oui, tout à fait. Hein. On va rester sur une note lumineuse. Moi, j'y crois. Je crois en l'être humain. Je crois que ça va prendre du temps. Mais écoutez, il y a une idée qui est une conviction chez moi, c'est que il faut partir toujours du principe qu'il n'y a rien qui nous est dû. Donc, il ne nous est pas dû de vivre dans un système qui soit merveilleux.
parce que les circonstances sont ce qu'elles sont. Mais de ce qu'il n'y a rien qui nous est dû fondamentalement, la vie peut tout nous reprendre, ça veut dire que si on veut quand même, pour dire les choses bêtement, être heureux, ben alors ça veut dire qu'il faut se bouger. Être dans un système comme celui que nous connaissons progressivement et se dire victime, c'est dégueulasse et c'est pas bien, et ils sont tous méchants, etc. Donc jouer le jeu de la victime ou de la résignation, si vous voulez, c'est le plus sûr moyen de ne jamais rien changer. Donc il ne faut pas se plaindre, il faut essayer d'avoir une lecture la plus objective possible. Donc il faut corriger sans doute des choses que moi je vois, mais il y a moyen ensemble de finalement arriver à un état des lieux. Accepter que ça peut faire mal, donc il ne faut pas non plus s'inventer des théories pour se rassurer à bon compte, mais une fois que vous voyez ça, ben, c'est là-dedans que nous vivons, c'est pas injuste, c'est comme ça, c'est tout. Maintenant, vous voulez quoi? Eh ben, on va se battre pour essayer d'y arriver. Et c'est ça qu'il faut entretenir, évidemment, mais ça passe par une lecture, d'abord, sans compromission du monde dans lequel nous vivons, enfin, me semble-t-il. Voilà. Okay. Ben, merci voilà, comme beaucoup. ça vous avez une autre position. Et ben, justement pour résister, partager voilà, tout à fait, cette interview. Donc Jean-Michel Longniot, merci beaucoup. Mais avec plaisir, en tout cas, merci de m'avoir invité.